onto the red spot. Breathe, center and speak. Out from the dark into the light. Ça fait 1 an que je rénove avec mon conjoint une vieille bâtisse dans laquelle nous vivons. J'ai appris à poncer, lisser, isoler, peindre. C'est dur et ça prend du temps. Mais en plus, on s'est rajouté comme contrainte de le faire avec le plus de matériaux de récup et le plus naturellement possible. Donc ça rajoute des délais pour trouver des matériaux de récup locaux, aller les chercher, les adapter. Par exemple, pour limiter l'utilisation du béton et faire une allée, on a récupéré des vieux pavés inégaux qu'on a taillés et posés sur du sable, et ça nous a pris 3 jours au lieu de 3 heures. Mais quelle satisfaction de prendre son temps, de toucher la matière, de faire de ses 10 doigts, de se sentir utile et empouvoiré, même les doigts cornés, même le dos courbaturé. Et si c'était ça, quelque chose qui nous fait prendre conscience du temps. Quand on est tant absorbé par une tâche que le temps semble s'arrêter, ça a un nom dans le domaine des biais cognitifs, on appelle ça l'effet IKEA. On accorde toujours plus de valeur à ce qu'on crée et on célèbre le résultat obtenu par nous-mêmes. Et si c'était ça, la vraie liberté, l'autonomie, le fait d'être capable de faire soi-même sans avoir systématiquement à faire. Parce que rentrer dans un magasin, acheter quelque chose et en ressortir ou faire, au mieux ça provoque un shot de dopamine à l'idée de posséder quelque chose de nouveau, mais on n'en ressent aucune fierté, aucun apaisement cérébral. En 2021, après plus de 10 ans de recherche et d'écriture, le philosophe jardinier Aurélien Berland publie « Terre et liberté », un essai pour comprendre pourquoi et comment nous ne pourrons être libres et épanouis sans autonomie. Et ça a fait dans mon cerveau un vrai moment de grâce intellectuelle. Vous savez, de ces moments où vous débloquez une idée structurante de votre compréhension du monde. Et je crois que c'est une idée qui mérite d'être partagée. Car on a déjà dit beaucoup de choses sur l'écologie, mais jamais sur notre rapport biaisé à la liberté, qui a donné le libéralisme et qui est au cœur de notre incapacité à changer de paradigme. Réalisons. Dans notre civilisation, nous faisons un minimum de 10 ans d'études, voire 20, et nous en ressortons incapables de survivre. Car si une nouvelle épidémie a lieu, qui bloque les importations, les réemmagasinages, que l'argent ne vaut plus rien, nous n'aurons que faire de savoir que la bataille de Marignan a eu lieu en... Bravo. Que la Ve République a compté 8 présidents ou tout un tas d'autres choses accumulées sans esprit critique. Si je récapitule, en sortie d'école à 18 ans, après plus de 15 000 heures à être resté assis, à apprendre des choses choisies par des comités ministériels, nos chances de survie en autonomie locale, éthique et en durabilité sont proches de 0. C'est nul. C'est nul, quel gâchis! Sans outils, ni instruments pour les fabriquer, sans la connaissance pour cueillir des plantes sauvages, cultiver, construire un abri, comment je ferais pour survivre, ne serait-ce que 2 semaines dans la nature, même entourée de mes amis et de ma famille. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me provoque beaucoup d'émotions. De la colère, de la frustration, de la honte et de la peur aussi. Car quand on sait les horreurs de notre civilisation et les effondrements inévitables que nous allons vivre, on se dit que sans un minimum d'autodéfense contre des mécanismes autoritaires et des savoir-faire en autonomie et interdépendance,
on est mal. On passe notre temps à justifier nos manières de vivre, notre économie, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Le choix écologique est trop contraignant. Mais quoi de plus contraignant que d'éteindre les conditions de vie sur Terre? On est déprimés, pollués, injustes les uns envers les autres. Et en plus, incompétents pour les choses mêmes qui pourraient assurer notre survie. D'ailleurs, c'est un des plus gros problèmes des milliardaires, et c'est vrai, qui se font construire des bunkers, vous savez, en Patagonie et Nouvelle-Zélande. Comment tenir dans la durée si notre simple survie ne dépend que de personnes qui font pour nous? Alors, je vous arrête tout de suite. Ne projetez pas un imaginaire techno-solutionniste où on va tous fabriquer nos petits panneaux solaires, être de petits génies de l'intelligence artificielle, et où on pourra faire tout ça avec la technologie tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables et l'IA, c'est ça. Rien de bien vivant, n'est-ce pas? Rien d'autonome et rien de durable pour les ressources sur Terre. Et je vous passe toutes les horreurs liées aux accaparements des ressources, à la division du travail forcé, dominé, à la pollution. Et même si on avait une énergie verte un jour, ce serait pire que tout, parce que là, on n'aurait carrément plus de limites. À l'artificialisation, la destruction, etc. Et à l'inverse, ne projetez pas un imaginaire survivaliste ou d'ermite à la bougie, parce que l'autonomie, ce n'est pas l'isolement ou le manque de joie. On ne peut être autonome qu'en collectif. Simplement, sans domination, sans contrainte, avec un partage égal de savoir-faire, de connaissances, de tâches, où les règles partagées et les obligations réciproques tissent des liens de solidarité qui nous libèrent des formes de domination impersonnelle. Et forcément, quand on partage tout ça, ça rend les relations humaines beaucoup plus sympas, apaisées, joyeuses. C'est ce qu'ont toujours demandé les peuples autochtones, par ailleurs. Pas plus de liberté économique, mais plus de liberté pour vivre en autonomie. Les villageoises du mouvement Chipko en Inde, par exemple, demandaient à ce qu'on laisse leur forêt tranquille pour qu'elles puissent poursuivre leur subsistance simple et heureuse. Pas que les industries commerciales d'exploitation ne leur partagent leurs bénéfices. Pas qu'ils ne leur fournissent des aliments qu'elles ne pourraient plus trouver dans ces forêts. Pas plus que des Uber Eats ne leur facilitent leur préparation alimentaire ou toute autre solution technologique apportée par un soi-disant progrès. Aujourd'hui, pour se libérer, on a l'impression qu'on ne peut le faire que via le développement économique, parce que c'est quelque chose dont on est devenu totalement, vitalement dépendant. Nous avons perdu, la plupart d'entre nous, nos savoir-faire et savoir-être individuels et collectifs. Si nous rêvons d'une vie meilleure, il y a de fortes chances que nous rêvions d'être riches pour être délivrés des tâches pénibles que sont faire les courses, faire la vaisselle, faire le ménage, cultiver, nettoyer ses toilettes. Mais ce faisant, nous ne nous délivrons de rien du tout. Nos besoins essentiels, ils sont toujours là. C'est juste que nous contraignons d'autres personnes à faire pour nous, directement ou indirectement, via des robots, par exemple, que d'autres devront bien fabriquer, ou alors aller défricher, miner, utiliser du cuivre qu'on n'aura bientôt plus, etc. Parce qu'il y a toujours des petites mains qui font quelque part. Rien n'apparaît par magie. Et c'est ce qui m'a libérée, je crois, dans cette réalité dépeinte par Aurélien Berland dans son livre et d'autres naturiens avant lui. Comprendre la satisfaction morale et vraiment la joie d'essayer de faire en autonomie et en interdépendance sans attendre qu'un État ou qu'une technologie ne vienne nous sauver, ce qui, spoiler alerte, n'arrivera pas. Franchement, c'est un objectif bien plus enviable
que celui d'attendre les guerres de ressources en tirant la couverture à soi le plus longtemps possible, en ayant peur de manquer. Alors bien sûr, plus facile à dire qu'à faire. Il est à parier que dans la salle, et avec notre contexte de civilisation industrielle, personne n'est vraiment en capacité d'aller vivre dans une tribu autogérée, autonome, ça n'existe pas ici. Et puis, il n'y a aucune entreprise qui ne peut se passer durablement de fournisseurs lointains. On a tous été biberonnés à la technologie à outrance, et on passe par cette technologie pour faire société, donc on en a besoin pour vivre avec nos générations. Mais ça ne doit pas nous empêcher de le dénoncer et de réfléchir à des stratégies pour arrêter le désastre. Quoi de plus néfaste que d'utiliser quelque chose de néfaste sans le reconnaître tel quel ? Mal nommer les choses, c'est ajouter à la souffrance du monde, disait Camus. Alors reconnaissons au moins ce qui est durable ou ce qui ne l'est pas, ce qui est éthique ou ce qui ne l'est pas. J'aimerais vous offrir 2 cadeaux ce soir. Le premier, c'est un nouveau livre à mettre au-dessus de votre liste de lecture en cours qui risque de vous changer la vie et peut-être de vous faire poser des pavés. J'ai nommé Terre et liberté d'Aurélien Berlin aux éditions La Lenteur et d'autres ouvrages essentiels aux éditions Libres par exemple. Et le deuxième cadeau, ce sont des lunettes magiques. Bon, alors je vous rassure, c'est une image, vous n'avez pas besoin de les fabriquer. Alors comment fonctionnent-elles ces lunettes ? Quand vous aurez la flemme de réaliser une action ou vous aurez une envie frénétique de consommer, chaussez ces lunettes et elles vous aideront à prendre un petit peu de temps pour analyser la situation. 3 cas de figure. Premier cas de figure, est-ce que c'est une tâche ou une situation qui est superflue et peut-être abandonnée ? Ok. Deuxième cas de figure, est-ce une tâche ou une situation de quelqu'un qui se déporte très inégalitairement sur moi ou moi sur les autres ? Et est-ce que je peux le questionner ? Troisième cas de figure, est-ce une tâche ou une situation qui apporte à l'autonomie collective ? Et si c'est le cas, ces lunettes vous apporteront les arguments, la fierté, la force et le courage de ne plus y voir une tâche ingrate, difficile, mais au contraire une libération. Dans mon entreprise, quand je culpabilise de ne pas croître plus, je chausse ces lunettes et je me dis que notre rôle n'est pas de croître, mais de faire nos cours bien, avec ce qu'on a, avec le plus d'éthique possible, avec des compromis, mais sans compromission, et surtout avec un super impact positif pour nos clients, même localisés. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Moi-même, j'utilise des produits et des services qui ont un impact extrêmement destructeur sur la planète, parce que la société est organisée comme ça et qu'on ne nous laisse pas forcément le choix actuellement avec les alternatives existantes. Mais j'essaie de le faire en conscience, avec parcimonie, savoir qui fait quoi et éviter le réflexe premier de faire faire. En fait, c'est comme ce que je souhaite pour ma fille. Que petit à petit, elle acquiert une certaine forme d'autonomie, en interdépendance. Pas qu'elle soit dépendante de moi ou de servants humains ou technologiques qu'on aurait pour elle toute sa vie. Donc, si vous le voulez bien, tous ensemble, on va faire une expérience pour terminer de vous transmettre cette force et cette liberté. Rapprochez vos 2 mains, l'une en face de l'autre, comme ça. Et on va faire un geste, tous ensemble. Une fois, quand je prononcerai 3, on tapera dans nos mains en cohésion. Vous êtes prêts ? Au moment où je prononce 3, 1, 2, 3. Bravo à
à celles et ceux qui l'ont fait au bon moment. Alors pourquoi vous avez frappé avant ? C'est tout à fait normal, rassurez-vous, vous m'avez suivi. On n'aime pas être seul à avoir raison. On agit plutôt en groupe, collectivement, et ça s'appelle le biais cognitif d'endogroupe. Car se sentir isolé active les mêmes zones dans le cerveau que d'être battu. Pour les animaux sociaux que nous sommes, agir en cohésion et le vouloir, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf quand on appartient à une civilisation qui est en train de s'autodétruire. Là, c'est le moment de sortir du moule, de sortir de la Matrix et d'assumer d'être les fêlés qui laissent passer la lumière et se libèrent en toute éthique. Car ces lumières, aujourd'hui, c'est notre esprit critique. Et l'esprit critique, c'est un muscle qui se travaille. Alors puissent ces lunettes nous y aider et nous apporter un peu de liberté et de lumière.